Bonjour à tous, je m'appelle Rod Lestod, je suis co-porte-parole de l'autre 150e. On est ici aujourd'hui pour souligner un autre des 150 événements qui ont été choisis par notre groupe d'historiens. On vient de parler de l'expropriation dans le vieux hall, une décision qui a fait disparaître des édifices patrimoniaux et bouleverser durablement la vie dans le quartier. Décision qui a été prise dans les années 68-69. Je suis ici avec l'historien Roger Blanchette, Raymond Ouimet, ainsi que Paulette Baudry, une citoyenne qui a vécu elle-même cette expropriation-là. Pouvez-vous nous parler un petit peu du contexte qui a fait en sorte qu'on a commencé à avoir en tête d'exproprier des gens dans le vieux hall? Oh, ça remonte à loin, mais d'abord, il faut savoir qu'à partir d'à peu près 1919-1920, la ville commence une désindustrialisation à cause de la fermeture des scieries, le fait que les forêts ont été tellement exploitées qu'on ne peut plus sortir le bois qu'on sortait auparavant. Et à partir de ce moment-là, la Ville, même un peu avant, la Ville demande l'aide du fédéral. Et pourquoi l'aide du fédéral? Mais c'est parce qu'on est habitué de faire affaire avec l'autre côté de la rivière, puisque toutes les institutions religieuses, par exemple, contrairement à ailleurs au Québec, dans la région, elles sont à Ottawa. Fait que si on veut aller à l'université, il faut aller à Ottawa. Si on veut aller au séminaire, il faut aller à Ottawa. Les écoles, ils sont dirigées par les religieux. Or, leurs maisons mères sont à Ottawa. Donc, l'habitude s'est prise d'aller vers Ottawa, puis ça fait bien l'affaire de Québec, qui n'a pas besoin de s'occuper de la région. Donc dans les années, à la fin des années 40, on va demander, le gouvernement fédéral va demander un plan d'urbanisation dans la région. Ça va être le plan de Jacques Grébert. Et c'est à partir de là que l'idée va se répandre tranquillement, pas vite, d'installer à Hull des édifices fédéraux. Puis ensuite, il faut le savoir, je veux dire, la ville s'étant beaucoup appauvrie pendant la crise des années 30, et la machine n'étant pas vraiment repartie après la guerre, il y a une espèce de taudification qui s'est faite. Et les emplois, comme les emplois dans les scieries, sont disparus. Les gens vont de plus en plus s'embaucher au gouvernement fédéral. Donc, dès 1900, début des années 50, on va commencer des expropriations pour l'établissement de l'Imprimerie nationale du Canada à Hull. Ensuite, ça va être le pont quartier McDonald. Puis dans les années 60, ça va être ce qu'on va appeler bêtement la rénovation urbaine, qui va chasser de la ville à peu près là, de 5 à 6 000 personnes. Et ça va être aussi à ce moment-là le déclin de la ville de Hull comme capitale régionale de l'Outaouais, puisque les familles qui vont être expulsées de leur maison ou expropriées de leur maison, de leur logement, en grande partie vont aller s'établir à Gatineau. D'accord. Donc, avant cette décision-là d'aménager des bureaux de la fonction publique fédérale, c'était quoi la situation socio-économique de la ville de Hull? Est-ce qu'il y avait un contexte particulier? Ben, c'est une situation, on parle des bidonvilles, entre autres, des favelas. Il y avait carrément des bidonvilles, entre autres trois en particulier, bidonvilles au sens propre, là, dans le sens des gens qui vivent littéralement dans Dans la pauvreté. plus que pauvreté, là, c'est la misère noire. Et d'ailleurs, ça avait donné naissance, le mouvement avait commencé au début des années 60, quand le diocèse de Gatineau a été créé, parce qu'il faut savoir que, comme Raymond disait, jusqu'en 1963, la région relevait du diocèse d'Ottawa. D'ailleurs, qui va avoir un impact sur l'anglicisation aussi, là, à ce niveau-là. Mais en 1963, c'est Monseigneur Charbonneau, qui est le premier évêque du nouveau diocèse, avec deux prêtres ouvriers, Roger Poirier et Isidore Ostigui, vont mettre en place ce qu'on appelle une recherche-action pour consulter les citoyens, pour justement... Parce qu'on était déficients, comme Raymond disait, on était déficients à tous les niveaux, au niveau éducation, au niveau santé, etc. Donc, les citoyens vont commencer à se prendre en main, justement, au début des années 60. Et c'est dans ce contexte-là que va arriver la grande vague d'expropriation. Donc, il y avait déjà un mouvement social organisé qui va réagir face à ces expropriations. Il va réagir positivement. Oui. Moi, je voulais annoncer, quand on parle que le diocèse de Hull a amorcé une enquête participation, il faut dire aussi que l'Église catholique au Québec avait lancé le mouvement des grandes missions. Parce que il y avait aussi, on fallait qu'on aille autour, mais il y avait aussi les gens qui quittaient un peu l'Église catholique, comme toutes les autres églises, puis qu'on voulait se rapprocher.
des gens. Mais on ne voulait pas que les gens viennent, comme Roger disait, on ne voulait pas que les gens nécessairement viennent vers nous, mais que nous autres, on aille vers les gens. Alors, c'est pour ça que les Capucins ont été demandés de venir s'installer dans la région. Ils sont s'installés sur la rue Kent. Et il y avait d'autres gens aussi qui sont venus, les Oblats, les autres, c'était sur la rue Vaudreuil. Alors, c'était aussi un nouveau mouvement qui voulait permettre aux citoyens de participer. Et c'est pour ça que les agents de pastorale se sont rencontrés et avec des jeunes rédemptoristes qui rencontraient les gens avec différents types de ces communautés de ce style-là et qui ont contacté des citoyens pour faire une première journée en 68 qui a permis aux gens de dire qu'est-ce qu'on fait, comment on développe, et c'est cette mission-là. Donc, et c'est pour ça que là, il y a eu l'engagement de sociologue Claude Letourneau. Par la suite, l'animateur Jacques Bocage, qui était un ami de Monseigneur Charbonneau. Donc, ça veut dire que les gens ont quand même ils ont commencé par embarquer certains leaders de la place, des agents pastoraux, mais aussi des citoyens qui étaient proches pour réfléchir à cette nouvelle mission et d'avoir une approche différente. Alors, ils venaient vers les gens, donc ils vivaient dans nos quartiers. Donc, il y avait une mobilisation citoyenne qui était inclue un petit peu dans la Oui, participation. oui, bien c'est ça. Ils n'ont pas fait ça tout seuls. Il y avait des agents de pastoral, mais ils sont allés aussi chercher quelques citoyens qui ont participé à l'analyse de ça. Et graduellement, l'enquête participation est venue par la suite avec l'engagement, là, Claude Letourneau. Il y a eu la fondation de l'Assemblée générale de l'île Oui, de de Hall. puis là, l'enquête participation est venue. Mais il y a eu quand même une démarche de la part de Monseigneur Charbonneau, de Roger, mais des autres, mais aussi il y avait des citoyens qui sont allés. OK? Moi, j'étais dans l'R6, donc ce n'était pas la GIH qui était au départ dans l'R6. J'ai été expropriée à l'R6 dans les années 50. On a reçu notre lettre en 69. C'était le centre Paul Laguerrier, Rosaire Cormier, qui les autres étaient en services sociaux, là, dans le domaine du service social. Ils étaient organisateurs communautaires. Très bien. Qu'est-ce qui a motivé le gouvernement fédéral à décider de déménager, dans le fond, ces édifices fédéraux à Gatineau, à Hull? C'est quoi leur motivation? D'abord, la demande est faite par les élites politiques et affairistes huloises depuis longtemps. On a même parlé pendant longtemps de district fédéral. Il n'y avait pas unanimité sur ça. Entre autres, les Oblats s'étaient prononcés contre l'établissement d'un district fédéral. Hein. Et même l'ancien député Aimé Guertin, qui va siéger à la Commission de la capitale nationale, va lui-même dire non, ça serait une erreur de faire un district fédéral, mais les gens estiment qu'à l'époque, si les francophones représentent 25 % de la population au pays, bien, il devrait y avoir 25 % des édifices fédéraux de ce côté-ci de la rivière des Outaouais. Et tout le monde va s'entendre sur ça, en fait, toutes les élites, tant du gouvernement du Québec que du gouvernement fédéral, et l'arrivée de Pierre Elliott Trudeau, en fait, des Trois-Colombes, etc., où on va parler, l'unité nationale va devenir un sujet de plus en plus important. Par les Trois-Colombes. Je parle de Gérard Pelletier, Jean Marchand, Pierre Elliott Trudeau, qui vont travailler beaucoup sur l'unité nationale. Il y a l'émergence aussi là, du Parti québécois, et puis les années 60, c'est le Front de la libération du Québec. Hein. Donc, et l'autre problème qui est important et qui continue à exister, c'est que la fonction publique fédérale n'était pas bilingue. Puis je ne peux pas dire qu'elle est vraiment bilingue aujourd'hui. C'est-à-dire que les francophones à la fonction publique sont bilingues, les anglophones un peu moins, beaucoup moins. Donc, on va amener c'est comme ça qu'on va amener des édifices fédéraux à Hull. Et la ville est bien contente parce que ces édifices fédéraux-là paient des subventions qui tiennent lieu de taxes foncières et ça va enrichir beaucoup la ville. Mais les élites ont oublié à l'époque qu'on peut bien enrichir une ville avec des sous, mais ce qui fait une ville, c'est la population. Alors, la population va passer à Hull d'à peu près 65 000 à 58 000 habitants. Et les gens qui quittent, qui sont expropriés,
on sait que c'est à peu près 1534 logements qui ont été expropriés. Et là, je ne parle pas des logements qui ont été détruits par la spéculation foncière, etc. Mais il y a eu à peu près 6 000, peut-être un peu plus que 6 000 personnes qui ont quitté l'île de Hull. Et la majorité de ces personnes-là est allée s'installer à Gatineau. Ce qui a fait qu'avec le fusionnement des municipalités, bien, lorsque les municipalités vont toutes être fusionnées en 2001, mais Gatineau avait une population déjà de 2 fois plus élevée, un peu plus que 2 fois plus élevée que celle de Hull. C'est donc cet enrichissement-là de la ville va aussi faire disparaître la ville. Très, très Parce intéressant. qu'il y a tout le comme paradoxe. contexte aussi, si tu permets, c'est ça, c'est que, bon, Raymond puis Mme Baudry ont très bien décrit le contexte de la ville, parce que contrairement à eux, je suis pas originaire de la région, dans le fond, je suis un peu le résultat de ces événements-là. Oui. Parce que ce qui est arrivé, c'est ça, c'est qu'il y a le contexte local, mais il y a le contexte fédéral et provincial aussi. C'est que, bon, Pierre Elliott Trudeau arrive au pouvoir en 68, puis j'annonce rien à personne en disant que Trudeau est arrivé au pouvoir avec un mandat, c'est écraser le mouvement nationaliste. Oui. Ça, c'est clair. OK? Donc, c'est dans ce contexte-là aussi qu'il faut le voir. Que d'ailleurs, Trudeau, il ne faut pas oublier que Trudeau avait changé le nom de la capitale. OK? La capitale n'était plus Ottawa. La capitale était Ottawa-Hall. Il avait changé le nom de la capitale. Donc, il y avait toute une volonté du fédéral de montrer la présence du fédéral du côté québécois. D'ailleurs, c'est assez drôle, Raymond pourra confirmer ce que je dis, mais à l'origine, la construction des édifices fédéraux du côté de Hull n'était pas nécessairement l'endroit où ils sont. Mais c'est qu'il y a eu des gros mouvements. Quand on a parlé de déménager des fonctionnaires du côté du Québec, à Ottawa, il y a eu des grosses manifestations parce que les fonctionnaires d'Ottawa ne voulaient pas venir au Québec. Donc, on a construit les édifices près du pont pour qu'il n'y ait pas trop à marcher du côté du Québec. Il y a ce contexte-là. Il y a aussi le contexte provincial qu'il ne faut pas oublier. Le gouvernement de l'Union nationale de Daniel Johnson avait créé la commission d'Orion. À l'origine, c'était pour étudier la question du Labrador. Mais dans le contexte, justement, du mouvement nationaliste, il ne faut pas oublier que Johnson était très nationaliste aussi. Dans ce contexte-là, le fait que le fédéral, aussi la CCN, là, qui prenait de plus en plus de territoire du côté du Québec. Donc, Johnson avait fait intégrer à la commission d'Orion la question de l'Outaouais. Parce que l'idée, c'était d'assurer la survie du territoire québécois, dans le fond. Parce que l'Union nationale avait senti qu'il y avait une menace de ce côté-là avec la CCN puis tout ça. Donc, on a intégré ça. Et une des recommandations du rapport d'Orion, c'était aussi de mettre des institutions provinciales ici, parce qu'il y avait, comme Raymond disait, il n'y avait rien. OK? Fait que, dans le fond, Hull a été un peu comme le champ de bataille entre le fédéral qui voulait s'installer ici et le provincial qui, en urgence, voulait occuper le territoire. Okay? Donc, ça a augmenté encore plus le nombre d'expropriations. Intéressant. Donc, la réaction des gouvernements municipaux et provinciaux, est-ce qu'ils étaient contre clairement l'expropriation ou ils étaient plutôt favorables, plus d'impôts, plus de gens? Bien, le député libéral de la région, Oswald Parent, lui, était nettement en faveur. Il voulait même détruire. Son seul regret quand il a quitté, c'est de ne pas avoir démoli complètement l'île de Hull. Parce qu'il y a juste une partie, mais il l'a dit clairement. Ah oui, il l'a dit clairement Mon comme seul ça. regret en quittant, parce que je me souviens d'Oswald Parent, tu sais, j'ai pas démoli complètement. Mais je voulais juste ajouter une chose, par exemple, que je trouve importante, parce que moi, j'étais dans le domaine social à cette époque-là, j'enseignais. Puis, il y a une chose qui m'avait frappée quand vous parlez de la situation socio-économique. Il faut penser aussi que dans l'île, il y avait beaucoup de pauvreté. Au niveau il n'y avait pas beaucoup d'investissement au niveau de l'éducation. Alors, c'est ce qui me préoccupait davantage. Il y en avait carrément Alors, pas du tout. il n'y avait pas d'investissement au niveau de l'éducation, qui est du domaine provincial aussi. Et aussi, tu avais beaucoup de décrocheurs, donc la scolarité était très faible. Alors, nos jeunes, moi, j'enseignais en 5e année, tu sais, des enfants de 15 ans, en 5e année, souvent, ils ne finissaient pas leur cours primaire. Alors, il y avait une situation quand même sociale et économique qui était encore là, il est dû au particulière. fait que c'est l'Église qui contrôle l'éducation. Et tous les leviers de l'Église dans la région étaient à Ottawa. C'est ça. Donc, la région était dépendante, totalement dépendante de l'autre côté de la rivière, à tous les points de vue. Et le démarrage, en fait, de l'éducation, c'est quand il va y avoir va être fondé le ministère de l'Éducation que les choses vont commencer à changer.
il y avait quand même peu d'investissement. Ouais. Puis en même Oh, temps, très peu. ce que j'ai trouvé aussi intéressant, puis je vais le vulgariser parce que je ne suis pas historienne, c'est que quand on a commencé à se rencontrer avec les animateurs, tous les gens, on nous a quand même parlé des différents rapports que Raymond M. Blanchet vous explique très bien au niveau du rapport Grébert puis tout ça. Puis il y a une chose, moi, qui m'avait vraiment choquée, c'est que les autorités fédérales trouvaient en face du Parlement, c'était pas beau à Hull. Ah, ça, oui, c'était... ça, Tu sais, c'était vraiment pas beau, il fallait que ça disparaisse. Ouais, Marc Ça, Lalonde, moi, nous notamment, autres, ouais, les jeunes, ça nous a vraiment choqués parce que l'île de Hull, c'était chez nous. Même si on restait dans des vieilles maisons, puis qu'il y avait quand même toute la todification de ces maisons-là, puis qu'il y avait quand même des difficultés. Les gens vivaient des difficultés majeures, là. Mais c'était chez nous. Ça, il y avait tout un tissu Tout le social. monde, il y avait un autour de ça, tissu social qu'on ne retrouve pas ailleurs. qu'on Un des retrouvait grands pas. problèmes, en fait, que la région a eu, c'est qu'à Québec, les fonctionnaires, ils sont convaincus que s'ils prennent la route puis ils dépassent Montréal, ils vont tomber dans un grand vide. Il n'y a plus rien. De sorte que, on dira ce qu'on voudra, mais prenons par exemple le Pontiac. C'est à nos portes, ça. C'est en Outaouais, le Pontiac. C'était la partie hein. la plus pauvre. Il faut savoir que le Pontiac est encore attaché encore au la point de vue partie la plus religieux à l'Ontario. Ouais. Il semblerait que ça ne dérange pas personne à Québec. C'est drôle. Ces gens-là ont été abandonnés au niveau scolaire. On n'a jamais défendu les francophones dans le Pontiac. C'est vrai. L'ouest du Québec, c'est comme si... Ben, en fait, on n'est pas toujours sûr qu'on fait partie du Québec. On n'est pas toujours sûr. Parce que Québec n'est pas présent. Prenons par exemple le bureau régional de l'Hydro-Québec. On l'a enlevé de la région pour l'envoyer à Saint-Jérôme. Ben, c'est sûr que la présence du Québec se fait de plus en plus ténue. Mais ça, c'est un choix qui a été pris quelque part à Québec. Et depuis longtemps. Oui, d'ailleurs, Duplessis appelait l'Outaouais le trou du cul du Québec. Oui, Ça. aussi. C'est parce que le mot « hall » apparaissait dans Ouais, le c'est ça. cul de Québec. Mais si on parle des conséquences aussi, puis quand je disais tantôt, j'en suis le résultat d'une certaine façon, c'est que quand on a exproprié, on a exproprié les maisons, mais on a aussi détruit les usines parce que ça gâchait la vue des députés à Ottawa, en tout cas beaucoup d'usines. Donc les gens perdaient à la fois leur emploi et leur maison. Et une des promesses qu'on avait faites, Raymond pourra confirmer ce que je dis. Une des promesses qu'on avait faites, c'est qu'il dit, ben oui, mais vous allez pouvoir trouver des emplois dans la fonction publique. Sauf que Hall était à l'époque très sous-scolarisé. Donc, oui, il y a eu des emplois dans la fonction publique qui ont été créés, mais c'est pas les gens de Hall qui les ont eu, ces emplois-là. C'est pas les gens de l'île de Hall qui les ont eus. C'est des gens comme moi qui sont venus de l'extérieur pour travailler. Je donnais un exemple. Par exemple, moi, j'enseigne au cégep. Bien, la proportion de profs du cégep qui sont originaires de la région est très faible. OK? Et c'est c'est encore pire dans la fonction publique. Moi, je ne suis pas de la région, et c'est très rare que je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il vient de la région. La majorité des gens que je rencontre sont comme moi, sont arrivés d'ailleurs pour occuper les nouveaux emplois qui ont été créés dans la fonction publique, mais ce n'est pas les gens de Hall qui les ont eus, ces emplois-là. Donc, dans le fond, on promet à des gens d'avoir de futurs emplois possibles, on les délocalise, on leur enlève leur milieu de vie, des familles sont peut-être pas séparées, mais en tout cas doivent s'enlever de leur milieu naturel, des commerces. Dans le fond, ils se font un peu doublement flouer parce que les emplois promis ne se retrouvent finalement pas aux personnes qui ont été délocalisées, mais plutôt à d'autres personnes. Mais En grande partie. je ne sais pas jusqu'où les gens croyaient qu'il y aurait un emploi. Je ne suis pas sûr que les gens le croyaient, oui, effectivement. D'abord, il y avait déjà une lancée vers le gouvernement fédéral à partir des années 60, commence à prendre l'expansion, commence à s'intéresser à toutes sortes de projets. Ensemble, les gouvernements, d'ailleurs, vont intervenir plus dans la société à partir des années 60. Ah, ben, c'est la Révolution tranquille. Oui. Et de plus en plus de Hullois, à l'époque, vont chercher un emploi dans la fonction publique puisque les usines disparaissent. Puis, en grande partie, les usines disparaissent parce qu'ils ne se sont pas reconvertis, parce que le marché a beaucoup changé. Mais ces usines-là qui demandaient qu'il y avait des employés qui n'avaient pas besoin d'un haut niveau d'études, ben, quand les usines ont fermé les portes, ces gens-là se sont retrouvés sans emploi parce qu'au fédéral, on demandait plus d'années d'études, bien qu'il faut l'admettre qu'au fédéral, on a beaucoup formé les gens à l'intérieur de la fonction publique. Il faut que tu te dises aussi, c'est que si on voulait travailler, comme moi, je suis de l'époque où on allait étudier à l'Université d'Ottawa.
Ouais, il fallait aller à Ottawa. Il fallait aller aussi de ce côté-là de la rivière. Mais je voulais revenir sur un important, quelque chose que moi qui m'a frappé quand j'étais à cette époque-là, c'est que le gouvernement fédéral avait fait son plan. Trudeau, quand il est arrivé, c'est clair. Moi, en 68, je me suis infiltré quand il a été nommé chef du Parti libéral. Puis quand je dis ça, c'est parce qu'on s'est vraiment infiltré pour savoir comment ça fonctionnait, pour voir qui serait élu. Et M. Trudeau, lui, il était bien clair. Il faut dire aussi que dans la région, je me souviens qu'il y avait le Rassemblement pour l'indépendance du Québec, le RN, qui était dans la région, et il y avait quand même beaucoup des jeunes... dont l'un des fondateurs venait de chez nous. Là. De chez nous. Alors, les jeunes avec qui on se tenait étaient proches de ça aussi. C'est pour ça qu'on s'est infiltrés. Puis, ça ne me dérange pas de le dire aujourd'hui. Puis, mais il y a quand même des choses de cette nature-là parce que c'était quand même dynamique. Il y avait quand même... Il faut penser aussi qu'on a occupé le cégep en 68 et après ça, on a eu d'autres activités parce que, tu sais, c'était pas nécessairement une population... C'était une population qui était pauvre. Il y avait des coins de la ville, comme dans l'aire où je demeurais, qui étaient... Les gens étaient quand même... pas des militants, mais il y avait beaucoup de gens dans l'île de Hull qui s'impliquaient dans différentes choses. Ça a été les jeunes au niveau de l'occupation du cégep, la grève du Front commun, on a défié la loi. Tu sais, il y avait quand même un dynamisme intéressant, puis des gens qui se sont impliqués. Parce que c'est souvent en réaction à ce que le gouvernement fédéral voulait faire, et aussi aux différents partis qui étaient au pouvoir, parce qu'il ne faut pas se le cacher, on avait Oswald Parent. Pour une longue période, donc qu'on appelait le parrain. Donc, ça veut dire que ça nous, quand même, moi, je me souviens que ça nous choquait, ça nous révoltait. Alors, on se rencontrait souvent pour voir qu'est-ce qu'on ferait ça. Mais moi, je vous parle des jeunes qui étaient proches de ces différents types de mouvements-là. Mais quand est arrivé les organismes communautaires avec tout ce que nos historiens nous disent au niveau de ce qui se passait à ce niveau-là, il faut vous dire que la population de l'île de Hull a quand même réagi positivement. Moi, je trouve, en tout cas, que ça a été positif. J'ai participé à des réunions excessivement intéressantes. Il y a eu des manifestations, je me souviens, en 69, de 300 personnes au niveau organisé par les locataires de l'aire provinciale. Puis il y avait des gens de toutes les aires qui sont allés pour des choses très précises. Et ça, je pense que c'est quand même un plus qui nous a permis de... Juste pour vous dire, nous autres, on était 5 enfants, les 5, on a vécu toute notre vie, bien, le temps que moi j'étais à Hull, dans l'île de Hull quand même, là, même si on a été expropriés. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont quitté, il y en a plusieurs qui sont restés. Parce qu'on est restés. Moi, je regarde mes 3 frères, ma sœur et moi, on est restés dans l'île de Hull. Puis, on a travaillé. Ce qui est malheureux, une des conséquences qui est importante pour la population, quand je me promène, les écoles où je suis allée sont disparues, où j'ai travaillé sont disparues. Il y a beaucoup de choses qui sont disparues. Fait que ça fait partie de notre histoire. Puis ça, c'est un aspect qui est excessivement important. C'est que nos racines... Tu sais, quand je marche sur le boulevard des Allumetières, bien, pour moi, c'est le boulevard Saint-Laurent. Je suis venu au monde là. Mais tu sais, la maison de ma grand-mère est partie. Si je marche sur le boulevard Sacré-Cœur, c'est mon oncle. Dans le boulevard... Fait que tu sais, nos familles avaient des coins de pays. Notre coin de pays, ces gens-là ne sont pas là. Et tout ça, c'est des politiciens. Je reviens toujours à la même chose, moi, parce que ça m'a vraiment frustrée, parce que c'était pas beau. À place d'avoir une très bonne politique de rénovation urbaine, où là, le fédéral, provincial, municipal, tout le monde, moi, je me disais, tout le monde aurait pu participer à quelque chose, mais ça n'a pas eu lieu. C'est ce que j'allais demander. Il faudrait souligner qu'une partie de la population, peut-être même la moitié, était en faveur des expropriations. Beaucoup de gens espéraient d'exproprier. Évidemment, les choses ne se sont pas déroulées exactement comme elles le voulaient. À un moment donné, quand ils ont reçu le dédommagement, l'expropriation, on s'est aperçu qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose avec ça. Les gens eux-mêmes qui se faisaient exproprier étaient majoritairement d'accord avec l'expropriation, c'est ce que vous dites? Je ne sais pas si c'était majoritaire, mais il y avait une proportion assez importante de la population. De l'avantage pécunier. Oui, le fait de pouvoir peut-être se payer avec le dédommagement une maison neuve, puis l'arrivée d'édifices fédéraux, les gens n'étaient pas contre ça, puisque tout venait de toute façon d'Ottawa depuis toujours, ou à peu près. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, Mme Baudry disait tout à l'heure qu'à Ottawa, on trouvait ça laid de ce côté-ci de la rivière.
Mais c'est ce que nos politiciens nous disaient aussi. Oswald Parent, le premier, qui était le député, qui était 20 ans député-ministre, un homme important du cabinet Bourassa, voulait détruire l'île de Hull. Puis on disait aux gens, c'est laid chez vous. Puis on l'a entendu encore dans les années 2000, là, où la députée de je sais pas, Rimouski, quelque chose comme ça, du Bloc québécois, a dit la même chose. T'sais. Alors, on a dit ça constamment dans la tête des gens, mais il ne faut pas être étonné qu'il y ait une certaine partie de la population ait appelé de ses voeux l'expropriation. Oui, il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait tu pourras confirmer aussi, tout un paquet de spéculateurs, Oui. plus ou moins oui. véreux, Compagnie. pour être poli, Oui. qui avaient tout intérêt à ce que ça se produise. Parce qu'il y en a qui se sont enrichis, là, pas à peu près, là, dans cette histoire-là. Et ça continue. Aujourd'hui, on construit ça continue, des édifices, oui, on leur effectivement. donne un nom anglais pour faire venir les gens de l'autre côté. Mais certaines de ces personnes-là étaient aussi des organisateurs politiques. Exactement. Des gens au pouvoir. Moi, je veux revenir juste sur une chose. C'est que, oui, il y a des gens qui voulaient être expropriés, parce qu'il y en a qui voulaient aussi améliorer leur sort, mais il y a des gens qui voulaient rester dans leur quartier. Parce que souvent, on parlait aux réunions de l'R6 ou de l'R1, ou Maisonneuve, ou de l'aire provinciale et fédérale, de rénovation urbaine. Je pense à une dame, Yolande, qui a travaillé à la GIH et qui, elle, quand elle se promenait après son expropriation, disait toujours qu'elle se sentait le cœur vide quand elle se promenait maintenant dans son quartier. Ben, il y a des gens Il y en a qui voulaient rester. Il y en a qui en sont morts. Oui. Hein, il y a des Nous gens autres, il y a un qui monsieur qui est décédé avant de déménager. infarctus. D'autres personnes que ça l'a touché sont devenus, je dirais pas fous, mais c'est devenu des gens avec des gros problèmes psychologiques. Beaucoup de gens ont subi. C'était très, très dur pour nombre de personnes, oui. Parce que c'est pas juste des maisons qu'on détruisait, c'est tout un tissu quartier. social. Tout un tissu social. Des familles qui étaient là souvent depuis plusieurs générations. Oui. Souvent sur la même rue, par exemple, comme Mme Baudry disait, tu peux avoir plusieurs membres d'une même famille. Il y avait tout un, Oui, sur la même rue. tout un faut système penser une d'entraide. chose, là. Tu avais un paquet de petits commerces locaux aussi, les gens étaient habitués à ça. Tout disparaît. Aujourd'hui, par exemple, quand tu te présentes, tu te promènes sur la rue du Portage après 5 heures, tu as l'impression Il y d'être a dans plus une rien. ville fantôme. Là. Il Il n'y a faut- plus de vie. Tout faut- a été détruit. Il faut penser aussi que quand les gens ont pris conscience que l'expropriation au niveau des indemnisations, que les locataires, par exemple, il n'y avait pas d'indemnisation parce qu'ils étaient amis avec les propriétaires, c'était des maisons de deux logements. Alors, les propriétaires avaient l'habitude de régler leurs problèmes, et là, il n'y avait pas d'indemnisation. Ça a pris une marche pour avoir une indemnisation, par exemple, dans l'aire provinciale, entre 400 et 600 $. Dans l'R6, un groupe de propriétaires est obligé d'aller en cours pour se faire reconnaître et avoir une augmentation de leur indemnisation. Quand ils ont pris conscience de ça, je pense que plus les expropriations avançaient, moins les gens disaient oui. Ils étaient complètement d'accord. Parce que les locataires, là, dans nos aires d'expropriation, au départ, ils n'étaient pas payés, là. Okay? Donc, il n'y avait pas d'argent. Puis, c'est pour ça qu'il y a eu une marche, par exemple, en 69, au mois d'août, pour que les gens puissent faire des revendications. Puis, il y a aussi eu plein d'activités, de choses de cette nature-là pour aider les gens. Et parce que le problème de logement s'est aggravé. Parce que les coûts de logement augmentaient aussi, là. Il faut penser que les locataires, il y avait des très faibles salaires, donc il n'y avait pas les moyens de payer 75 puis 100 piastres de logement. Alors, ces expropriations-là, il y a un impact majeur sur la vie de ces citoyens-là. Puis en terminant, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'on voit encore les conséquences de cette expropriation-là? Oui. Est-ce que, par exemple, Pierre-Éliott Trudeau a atteint ses visées? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui comme conséquence de cette expropriation? On pourrait dire que si politiquement, il n'y a pas de district fédéral, dans les faits, on pourrait dire que dans le quotidien, c'est à peu près presque un district fédéral. Exactement. Et ça va s'amplifier tant et aussi longtemps que Québec n'interviendra pas plus qu'il faut. Et quand on enlève des structures comme l'Hydro-Québec dans la région, etc., mais on affaiblit la présence du Québec. Oui, puis... Donc, le fédéral a atteint ses objectifs. La ville, en tout cas les élites de l'époque, ont atteint leurs objectifs.
Mais cela, ça s'est fait aux dépens d'une population souvent pauvre qui a énormément souffert et qui ne récolte pas nécessairement les bénéfices de ce grand changement. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors, c'était Rod Lestod, accompagné de ses panélistes Roger Blanchette, Raymond Ouimet et Paulette Baudry pour l'autre 150e, l'histoire derrière l'anniversaire. Alors, pour en savoir plus, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On est là. Merci beaucoup.